Du coup, je suis Emmanuelle Dillasser, je suis chargée de mission au Campus mondial de la mer et je suis coordinatrice de l'édition brestoise d'Océan Hackathon. Et bonjour, moi c'est Laura Perrin, je suis aussi chargée de mission au Campus mondial de la mer et je suis coordinatrice de Océan Hackathon International et aussi référente data de l'édition de Brest. Au programme de ce Before, on va vous rappeler rapidement ce que c'est Océan Hackathon pour ceux qui ne connaissent pas. Laura vous parlera plus en détail de la donnée qui est au cœur de ce hackathon. Et après, on laissera la parole aux porteurs de défis pour présenter leurs défis et pour que vous puissiez poser vos questions. Donc pour rappel, Océan Hackathon, qu'est-ce que c'est ? C'est un marathon d'innovation qui se déroule à l'échelle internationale. Pendant 48 heures, chercheurs, ingénieurs, scientifiques, salariés, étudiants collaborent pour développer des solutions basées autour de la donnée marine. Et l'objectif est de mobiliser des équipes pluridisciplinaires pour répondre aux défis maritimes de demain. Globalement, comment ça se passe ? Quand vous participez à Océan Hackathon, on vous met des données et des outils à disposition pendant tout le week-end. Vous serez également accompagné d'un pool de coachs, des experts qui seront là pour vous guider en fait tout au long du week-end. Et du coup, vous aurez également une ambiance très conviviale, des repas à disposition, tout en travaillant. Du coup, nous, ce qu'on attend de vous, c'est que vous apportiez vos connaissances, vos compétences, votre créativité, votre enthousiasme et votre bonne humeur forcément, et à minima votre PC, et si vous en disposez aussi des données maritimes. Et ce qu'on attend du coup à la fin du week-end, c'est que chaque équipe présente soit un démonstrateur qui utilise de la donnée, qu'il y ait une réflexion en fait approfondie sur l'usage et la viabilité du projet, et un pitch de quelques minutes pour convaincre le jury à la fin du week-end. Et pourquoi pas, si vous gagnez Océan Hackathon Brest, vous irez en grande finale du coup le 2 décembre aux ateliers des Capucins, et pour participer avec toutes ces équipes présentes que Laura coordonne du coup. Il n'y avait pas d'édition en 2024, donc on revient plus motivé que jamais sur l'édition 2025 qui se déroulera du 17 au 19 octobre, donc à l'ENIB. Et du coup, on vous attend nombreux pour participer à cette édition, et je laisse Laura parler de la data. Alors je vais essayer d'aller assez rapidement, mais sachez en tout cas que voilà, ce Océan Hackathon, il est vraiment tourné autour de l'utilisation de la donnée marine. Et on travaille avec de nombreux partenaires données, que vous pouvez voir ici, on a mis tous les logos. Des partenaires qui sont pour certains globaux et qui répondent à des besoins des données d'autres villes que Brest, et des partenaires qui ne répondent qu'à des besoins de la ville de l'édition Océan Hackathon de Brest. À savoir que quand les porteurs de défis ont déposé leurs défis, ils ont aussi donné des indications sur le type de données, soit qu'ils apportent par eux-mêmes, soit qu'ils ont besoin pour travailler sur leur projet. On travaille donc avec tous ces partenaires pour mettre à disposition sur un catalogue de données toutes les données nécessaires pour travailler pendant 48 heures sur le projet en question. Donc pendant le week-end, vous aurez accès, que ce soit porteur du défi ou participant, à un catalogue de données qui sera public sur le site web et qui est opéré par Sextant, une infrastructure d'Ifremer. Donc vous aurez accès à tout ce catalogue de données qui sera très conséquent et avec des filtres par ville. Et normalement, il y aura tout ce dont vous avez besoin, idéalement. Donc voici le catalogue. Pour le moment, il n'est pas visible sur le site web. Il sera ouvert et accessible quelques jours avant. Voilà, je m'arrête là pour la donnée. Si jamais vous avez des questions un peu plus techniques, c'est moi, donc la référente data, et je fais le lien avec Sextant. Alors, on sort de la data. Pour s'inscrire, donc vous avez sur le site web d'Océan Hackathon le lien, le bouton register, hein, tout est en anglais sur le site web. Vous pouvez avoir accès à cette plateforme d'inscription. Inscrivez-vous avant le 15 octobre, car Emmanuel ici crée les équipes en fonction de vos choix et aussi des besoins des porteurs de défis. Quand vous allez sur la plateforme d'inscription, vous pouvez sélectionner 3 choix, donc faire 3 vœux de défis sur lesquels vous avez envie de travailler pendant le week-end. Vous pouvez décrire aussi, s'il vous plaît, vos compétences et votre parcours qui aideront Emmanuel et les porteurs des défis finalement à créer ces équipes au mieux. Et voilà, on demande un paiement de 15 € pour la totalité du week-end. L'inscription sera validée par le Technopôle
Emmanuel. Et par le porteur. Et par le porteur. Et vous aurez aussi accès à un serveur Discord, donc juste pour l'édition de Brest, qui permettra d'échanger entre équipes, mais aussi avec le staff et tous les coachs. Et d'ailleurs, en termes de data, il y a aussi des coachs data qui seront disponibles en ligne pour vous aider dans votre projet. Et les équipes seront constituées en amont de l'événement et évidemment pas le jour J. Merci. Du coup, on va pouvoir commencer avec les présentations des porteurs de défis. Bonjour à tous. Donc j'ai l'honneur de commencer la présentation des défis. Donc je vais vous présenter la digitalisation par intelligence artificielle du Sentier du Littoral. À savoir que le CEREMA est très actif sur ce sujet à travers plusieurs projets qui ont été menés, en particulier France-Vue-sur-Mer, je ne sais pas si vous le connaissez. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été financés à travers le CEREMA au niveau des collectivités sur le Sentier du Littoral, au niveau par exemple de Plougastel-Daoulas ou de Plouzané, et à travers toute la France. Le problème que France-Vue-sur-Mer a rencontré, c'est qu'on n'avait pas de données à jour du tracé du Sentier du Littoral. La dernière donnée existante datait de 2012, donc très ancienne, et celle de 2020, qui avait été une réédite de celle de 2012, elle avait beaucoup de trous manquants, en particulier au niveau du Calvados et au niveau de la France au sud-est, et de la Corse également. Là, ce que je vous présente, c'est le Sentier du Littoral en 2024 qu'on essaye de remettre à jour. C'est compliqué parce qu'on a plusieurs soucis au niveau juridique, au niveau servitude de passage. À savoir qu'en France, on a la chance d'avoir la servitude de passage qui nous protège au niveau du droit, mais qui est très compliquée à mettre en place parce qu'elle demande aux propriétaires fonciers le long du littoral de céder une partie de leur terrain pour faire passer cette servitude de passage. Et donc vous comprendrez bien que céder une petite partie de son terrain, ça peut être compliqué, surtout dans le cas où on a de l'érosion côtière et que ce sentier du littoral est très mobile, surtout vers l'intérieur des terres. Donc le sentier du littoral, il est principalement composé de différents tronçons qui dépendent de sa nature juridique. On va avoir plusieurs types de tronçons qui vont être soit propriété du Conservatoire du littoral, soit propriété du domaine public, soit qui sont le biais d'une servitude de passage sur terrain privé. Le sentier du littoral, il a deux composantes, des chemins longitudinaux qui permettent un libre passage le long du littoral et des chemins transversaux qui permettent de relier d'une part ce sentier du littoral, mais également les plages et d'avoir des points de vue assez remarquables sur ce littoral. Aujourd'hui, le littoral français, il est composé de 7000 km de sentiers aménagés. Vous allez me demander comment on a ces données-là puisqu'on n'a pas de données mises à jour. Très bonne question. On va dire que c'est plutôt une approximation. On estime qu'on a 7000 km de sentiers aménagés et on estime à 2500 km de sentiers qui restent encore soit manquants, soit inaccessibles, surtout en ultramarin où là on a une donnée qui est encore plus inexistante qu'en métropole. Et c'est là que vient le projet, c'est-à-dire qu'il consiste à générer une donnée actualisée du sentier du littoral à travers de l'IA et à travers des images, principalement des images aériennes de l'IGN, mais peut-être on peut envisager aussi des images satellitaires. À savoir qu'actuellement, cette donnée, elle n'est pas mise à jour parce que c'est un opérateur qui, sur son ordi, s'embête à digitaliser le tracé manuellement sur QGIS, donc ça prend énormément de temps. On n'est pas du tout rentable là-dessus et c'est très très coûteux. L'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est que ça va nous permettre d'avoir une donnée qui va être mise à jour plus régulièrement et on l'espère plus facilement également. Ensuite, l'idéal, ce serait de comparer ce tracé avec d'autres sources d'informations. Le CEREMA est très, comment on va dire, compétent sur le trait de côte. Travaille énormément sur cette mission-là. D'ailleurs, j'ai des collègues dans la salle que je vois. Et l'idéal, ce serait de comparer ce sentier du littoral avec l'indicateur national d'érosion côtière pour permettre d'avoir les zones où ce tracé sera vulnérable à l'érosion et peut-être essayer d'estimer les temps de vulnérabilité de celui-ci.
On peut aussi envisager de le comparer avec des données foncières, mais aussi des données de zone basse pour l'inondation ou des choses comme ça. Nature aussi du trait de côte, on peut tout envisager. Les actions, donc, ce serait bien de trouver un modèle d'intelligence artificielle permettant de digitaliser ce sentier-là, l'apprendre. Je pense qu'il y a une grande phase d'apprentissage avec de nombreuses images pour lui montrer où est-ce qu'il passe. Alors, j'y connais rien en intelligence artificielle, donc c'est pour ça que j'aimerais bien m'entourer de personnes compétentes, parce que là-dessus, c'est pas mon domaine. Et donc d'adapter potentiellement ce modèle via un logiciel ou plugin QGIS qui permettrait de facilement le mettre en place via un logiciel SIG. Et puis derrière, si on a le temps, comparer ce tracé avec d'autres données, ça ce serait vraiment la cerise sur le gâteau, mais déjà je pense qu'il y a un gros travail. La zone géographique envisagée, c'est celle du Finistère. Sans doute qu'elle est très grande, parce que le département du Finistère, c'est celui qui possède le plus long linéaire côtier en France. Donc peut-être qu'on le rétrécira à voir, mais l'avantage du Finistère, c'est qu'il regroupe quand même un panel de paysages littoraux qui est assez grand, et donc on pourrait potentiellement essayer de toucher un maximum de types paysagers. Et les compétences souhaitées, donc, comme je vous l'ai dit, des personnes avec un fort goût en intelligence artificielle et en programmation, mais également en SIG, parce que le cœur sera vraiment du SIG et de l'intelligence artificielle. Merci à vous. Bonsoir à tous. Donc, eh bien, le défi qu'on vous propose va permettre la sauvegarde des océans et la préservation du littoral. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Le but, c'est un peu d'éviter les catastrophes qu'on a pu avoir sur nos côtes, comme celle de l'Erika, du Prestige ou de la Mococadis. Et cela, en fait, en fiabilisant la signalisation maritime, et donc pour permettre de sécuriser la navigation maritime. On a environ, sur le littoral français, donc quand je parle du littoral français, je parle de la France métropolitaine et des territoires d'outre-mer, environ 7000 aides à la navigation maritime. Ces aides à la navigation maritime sont de différents types. Ça peut être du fixe, ça peut être du flottant, voire même du radioélectrique. Oui, d'accord. Et il y a toute une procédure officielle, puisqu'il faut répondre à des recommandations internationales pour la mise en place de ces aides à la navigation maritime, afin d'être sûr qu'on sécurise conformément les routes de navigation maritime. Et donc, cette procédure, qu'on appelle la procédure CMS, c'est un dossier nautique avec énormément de documents à l'intérieur. On va avoir le dossier nautique, on va avoir des avis différents, avis d'experts nautiques, avis des commissions nautiques locales, et en finalité, une décision administrative qui va figer les caractéristiques nautiques des aides à la navigation maritime pour qu'elles servent et qu'elles soient conformes à la sécurité de la navigation. Ces aides à la navigation, elles sont mises en place depuis les années 1800. Et donc, depuis les années 1800, on a des décisions administratives donc, qui ont évolué forcément dans le temps, qui ont été manuscrites au départ. Alors, en plus, manuscrites avec la belle écriture des années 1800, donc assez difficile à déchiffrer. Ensuite, elles ont été tapées à la machine. Et puis ensuite, avec des logiciels informatiques. Et aujourd'hui, on arrive sur des documents en format PDF qui sont plus faciles à exploiter. Mais les premiers documents, donc ça va être des documents manuscrits ou même dactylographiés, qui sont scannés. Aujourd'hui, pour récupérer les caractéristiques d'une aide à la navigation maritime, il faut qu'on aille rechercher ces décisions. Il y a, donc je vous ai mis 7000 aides. Ces aides à la navigation, elles évoluent dans le temps, et donc pour une même aide à la navigation maritime, on va avoir plusieurs décisions. Donc je n'avais pas le camion de déménagement assez grand, donc je ne suis pas venue avec tous mes cartons, mais c'est un nombre de documents assez important, et c'est un petit peu comme Johan, aujourd'hui c'est un travail de fourmi, il faut regarder tous les documents, trouver les décisions, et dans ces décisions, trouver les caractéristiques des aides à la navigation maritime pour être sûr que celles qui sont en place aujourd'hui, elles ont toujours les bonnes caractéristiques qui vont permettre de sécuriser la navigation maritime.
Parmi ces caractéristiques, on va retrouver le nom de l'aide à navigation, sa position. Est-ce que c'est du support fixe? Est-ce que c'est du support flottant? Quelle marque? Donc les aides à la navigation maritime ont des marques cardinales, latérales, danger isolé, marque d'Océan, pour ceux qui connaissent un petit peu. Leur marque de jour, donc en fait leurs caractéristiques visuelles, leur forme, leur couleur, est-ce qu'elles ont un voyant? Si elles ont un feu, c'est pareil, les caractéristiques du feu. Donc pour une même aide à la navigation maritime, on peut avoir énormément de caractéristiques. Donc c'est un travail aujourd'hui qui est fastidieux, qui prend beaucoup de temps, mais qui est nécessaire à la sécurité de la navigation. Et aujourd'hui, on n'est pas beaucoup à le faire, donc on avance, mais pas très rapidement. Et c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, on se dit qu'aujourd'hui, peut-être, il peut être possible d'analyser automatiquement ces différents documents, donc qui ont été scannés ou qui existent déjà en format numérique, pour réussir à déterminer quels sont les documents qui sont des décisions administratives et à l'intérieur de ces documents, quelles sont les aides à la navigation qui sont concernées et quelles sont leurs caractéristiques nautiques. Donc les contraintes, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a vraiment des types de documents totalement différents. Et donc, il faut une décision administrative, ça peut être, par exemple, un avis d'une commission des phares, ça peut être un arrêté préfectoral ou ça peut être une décision ministérielle. Donc, ce n'est pas forcément une décision ministérielle, ça peut être autre chose. Donc, il va falloir déterminer parmi tous ces documents quelles sont les décisions administratives et à l'intérieur de ces décisions, quelles sont les aides à la navigation qui sont concernées et quelles sont leurs caractéristiques. Le bénéfice attendu, c'est un gain de temps. Alors, j'ai envie de dire pour moi, parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui fais ce travail de fourmi et ça prend beaucoup de temps. Donc, recherche beaucoup plus rapide grâce à l'intelligence artificielle. Donc, du coup, une traçabilité historique des aides à la navigation maritime et de leur évolution dans le temps. Et puis, l'amélioration de la sécurité maritime, bien entendu. Donc, le livrable attendu, c'est une solution de prototype d'IA pour extraire, structurer et indexer automatiquement les données des références des dossiers nautiques. On a pris uniquement les départements 85 et 44, puisque tous les documents ont été scannés. Et aujourd'hui, on a fait ce travail, donc on sait quelles aides à la navigation sont concernées. On sait quelles sont les décisions administratives qui existent et quelles sont les caractéristiques de ces aides à la navigation. Voilà. Moi, je suis Thibaut Napoléon, je suis enseignant-chercheur en vision par ordinateur. Je travaille au LabISEN, qui est un laboratoire de recherche d'une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ISEN. Et ce soir, avec mon collègue Mathieu Somard, on va essayer de vous emmener au fond des mers. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, on a cartographié au mètre près la surface de la Lune. Par contre, on ne connaît que 20% du fond des océans. Malgré tout, ces océans, c'est 70% de la surface de notre planète. Ça participe grandement à la régulation du climat, à travers l'absorption de CO2, l'absorption de la chaleur aussi. C'est un grand refuge pour la biodiversité, des milliers d'espèces, avec beaucoup qui sont encore inconnues. Et puis, c'est aussi un moyen de retracer l'histoire de notre planète, mais aussi de participer à son avenir. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, aujourd'hui, on ne va pas cartographier les fonds des mers, comme on l'a fait pour la Lune? Parce qu'en fait, c'est un défi qui est colossal. On a beaucoup de difficultés à le faire. Alors, c'est impossible d'utiliser des satellites, parce que finalement, le volume d'eau va bloquer l'acquisition de données faite par la majorité des satellites. On ne peut pas non plus envoyer des hommes, parce qu'il y a de la pression, il y a de l'obscurité, c'est immense. Donc c'est une tâche qui est titanesque. Et donc, le seul moyen qui nous reste pour explorer les fonds marins, c'est d'utiliser des robots autonomes. Et donc, dans ce contexte, avec mon équipe de recherche, on a lancé un projet qui s'appelle le projet César, qui est un projet financé par l'Agence nationale de la recherche, dans lequel, en fait, on a pour but d'équiper d'intelligence artificielle des robots sous-marins pour leur donner, en fait, des yeux et un cerveau pour qu'ils soient en capacité, justement, de cartographier les fonds marins, de découvrir de nouvelles espèces.
et faire de l'exploration. Sauf qu'on a un gros problème, comme beaucoup de personnes en intelligence artificielle, c'est que pour entraîner ces modèles, ben, on a besoin de beaucoup de données. Et malheureusement, dans le monde sous-marin qui nous entoure, eh ben, il n'y a pas de données. Il n'y en a quasiment pas. Donc, on a eu l'idée de monter ce défi qui s'appelle Voice in the Blue, où en fait, ce qu'on aimerait, c'est utiliser des caméras qui sont portées par des plongeurs. On imagine aussi avoir les commentaires en temps réel qui pourraient être donnés par les plongeurs au moment où ils font leur plongée. Aujourd'hui, il y a des détendeurs qui sont en capacité d'acquérir justement le signal audio quand la personne parle dans son détendeur, faire du traitement du signal et acquérir les données. Donc on aurait d'un côté l'image, la vidéo, de l'autre côté, on aurait cette donnée audio. Et l'idée, c'est de pouvoir transcrire ça dans un algorithme d'annotation automatique. L'idée, c'est de pouvoir produire de la donnée, annoter automatiquement, grâce aux commentaires qui ont été faits. Et donc après, on imagine que chaque plongée faite justement par un plongeur humain pourrait nourrir les yeux et le cerveau des robots sous-marins pour développer leurs intelligences artificielles et pouvoir à terme explorer et cartographier cet océan. Donc pour la partie technique, je vais laisser la main à mon collègue Mathieu. Merci. Donc le but de ce projet, c'est donc de faire de la segmentation automatique basée donc sur la voix et l'image. Donc on va utiliser le jeu de données Swim, qui est un jeu de données en accès libre. Et donc là, j'ai montré quelques photos avec leurs données annotées. Et donc le but dans une première étape, ça va être justement d'annoter le jeu de données, mais cette fois-ci en version audio. C'est-à-dire que il faudra annoter, faire un fichier audio pour qu'un potentiel plongeur puisse décrire la scène. D'accord ? Et la seconde étape, ça sera à l'aide de ce fichier audio et de l'image, faire une segmentation en 8 classes, par exemple. C'est le jeu de données Swim à 8 classes. Et donc, avec ça, on espère que la segmentation sera plus performante avec le fichier audio que seulement avec l'image. Voilà. Et donc, ce qu'on attend, c'est le script de l'algorithme 2, enfin de l'algorithme de l'étape 2, écrit en Python avec les librairies associées en d'IA. Et donc, on a mis quelques mots-clés. Voice Data Processing, donc il faudra gérer la voix, il faudra annoter les données, faire de la segmentation d'images, donc de la computer vision, etc. Voilà. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sophie Cordillier, je travaille pour le pôle mer Bretagne Atlantique. Et je vais vous présenter... Alors, je vais changer de slide parce que j'ai légèrement changé le titre. Donc, je vais... Ah oui, d'accord, je n'ai pas ma petite slide de titre. C'est pas grave, je vais faire avec ça. Alors, je vais vous embarquer pour le défi Click and Fish, qui propose de développer une interface entre les données satellitaires et les informations fournies par les pêcheurs artisanaux. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le poulpe a envahi la Bretagne et qu'il ravage les bancs de coquillages, que le thon rouge est de retour dans les Hauts-de-France et que les sardines sont trop petites en Bretagne pour être pêchées et trop grosses ailleurs pour être mises en boîte. Dans ce contexte, le pêcheur a besoin d'anticiper ces changements, d'adapter ses pratiques pour pouvoir optimiser ses rendements et préserver les ressources, et à la fois préserver les ressources. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une solution pour une pêche agile, durable et connectée. L'objectif du projet, c'est de valoriser les connaissances et l'expérience des petits pêcheurs et de la confronter aux informations satellitaires ou in situ qui sont à disposition. Des modèles existent, bien évidemment, mais il manque... La confrontation est assez peu agile. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en place cette discussion plus facilement pour pouvoir co-construire une lecture partagée des zones d'intérêt pour le pêcheur, tout en préservant les ressources. Alors, concrètement, la solution, c'est une application mobile, simple, qui se centre principalement sur une carte qui va pouvoir proposer ces zones d'intérêt. Cette cartographie
elle se base sur des algorithmes qui vont utiliser des données satellitaires, des données in situ et aussi des indicateurs qui seront issus des observations des pêcheurs. Alors comme c'est une application qui est au service des pêcheurs, on peut imaginer ajouter d'autres modules, comme un module d'alerte météo ou d'anomalie environnementale, avec des messages qui sont contextualisés suivant les pratiques locales. Mais le module le plus important, et celui sur lequel il va falloir bien réfléchir et bien travailler, c'est celui de la contribution des pêcheurs. L'idée est de pouvoir amener une contribution, saisir une contribution assez simplement d'observation du terrain, avec des informations pertinentes pour pouvoir monter des indicateurs qui viendront nourrir l'algorithme dont on a parlé tout à l'heure. Donc l'objectif, vous l'avez bien compris, c'est de donner du sens à des données plus globalisées qu'on peut avoir par rapport à une pêche plus locale. Alors ce projet, il se divise en plusieurs parties. La phase 1, en fait, elle a déjà commencé. C'est une discussion avec cet écosystème pour comprendre leurs besoins, leurs pratiques, leurs rapports aussi avec la technologie et les espèces et les zones de pêche qu'on souhaiterait périmétrer pour ce démonstrateur. Donc ces discussions, elles ont déjà cours et ça a suscité des manifestations d'intérêt. Donc dans l'équipe, on a déjà des experts métiers qui ont envie de rejoindre l'équipe, notamment un expert en pêche durable qui travaille sur des sujets un peu connexes et un expert en data océanographique qui est intéressé pour nous rejoindre. Je ne peux pas donner leur nom parce que je ne leur ai pas demandé pour l'instant, mais voilà, on a déjà une partie de l'équipe. La phase 2, évidemment, c'est ce pourquoi on est aujourd'hui, c'est de développer un démonstrateur. Et là, pour cette phase-là, il nous manque des compétences clés, notamment celles de développeurs, puisque c'est une application mobile, et là, personne dans l'équipe a ces compétences-là, et des compétences, évidemment, de SIG qui iront avec d'autres compétences plus soft, comme la communication ou business plan, mais voilà, on a déjà principalement besoin d'un développeur et d'un expert SIG. Le projet ne s'arrêtera pas au hackathon, il y aura une phase 3 pour pouvoir le tester. On a déjà des pêcheurs qui sont intéressés pour potentiellement servir de cobaye si on arrivait à aboutir à un démonstrateur viable. Et puis évidemment, si ces 3 phases sont validées, derrière, il y aurait une phase pour déployer et mise à disposition de la solution. Alors, moi, j'étais sur 3 minutes, donc je pense que je suis large sur le temps. Du coup, je répète, développeur, expert SIG, et que vous soyez expert en pêche, amateur ou rien du tout comme moi, vous êtes les bienvenus si vous avez des compétences à mettre au profit de ce défi. Particulièrement si vous avez des compétences en com, parce que comme vous pouvez le voir, les images que je produis par intelligence artificielle, le pêcheur, il n'a ni filet ni voile, et donc ça ne va pas faire illusion très longtemps. Merci. Bonjour tout le monde. Hop. Donc en effet, moi je vais vous parler de l'impact de l'éclairage artificiel sur la pollution lumineuse des zones touristiques côtières. Donc d'abord, on se présente rapidement. Je travaille à l'ADEPA, l'agence d'urbanisme de Brest-Bretagne. On a lancé il y a peu de temps une démarche qui s'appelle la mise en place d'un service public local de la donnée à la demande de Brest Métropole, qui opère sur tout le territoire de l'Ouest breton. Nos membres nous ont désignés comme étant le tiers de confiance de l'Ouest breton sur la donnée. Donc l'objectif, c'est de travailler et de suivre des projets d'intérêt général et de les accompagner pour aller chercher de la donnée qui est des fois de la donnée publique ou de la donnée privée d'intérêt général et de la mobiliser dans des projets pour développer le territoire, pour apporter des nouveaux services à la population, pour protéger le territoire. Dans ce sens, on a lancé un AMI l'année dernière et ce projet-là était une réponse à l'AMI. Donc on vient aujourd'hui vous solliciter l'Océan Hackathon pour aller un peu plus loin et pour continuer à creuser ce projet-là. Donc ce projet-là, initialement, donc ce projet Nosbrace Blue Night, il étudie l'impact de l'éclairage artificiel en termes de pollution lumineuse et le lien qu'il y a entre cette pollution lumineuse et la fréquentation touristique côtière. Très concrètement, c'est de montrer à quel point la fréquentation touristique impacte ou a un poids sur la pollution lumineuse du territoire. On est sur 3 territoires d'études puisque ce projet-là est un projet européen, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet européen et dans une chaire, la chaire Nosbrace, qui est portée par l'UBO. On a 3 territoires d'études, donc Bénodet-Sainte-Marine, donc on n'est pas à Brest, c'est dans le Finistère Sud. Il fait beaucoup plus beau d'ailleurs, je viens de là-bas, un endroit beaucoup plus touristique, vous comprendrez pourquoi. Cadix en Espagne, dans le sud de l'Espagne, et Malte. Donc actuellement, ce projet-là, il utilise des données, donc plusieurs types de données. On a des données de radiance, donc c'est des données, c'est des photos
qui me permettent de montrer la pollution lumineuse. Ici, vous avez une image satellite de la pollution lumineuse dans la baie de Cadix en Espagne. Mais on utilise aussi de la localisation des équipements touristiques ou des équipements qui peuvent être générateurs de flux touristiques, pour bien montrer que cette pollution lumineuse, elle a un lien avec quelque chose, et en l'occurrence, elle pourrait avoir un lien avec la fréquentation touristique. On a pour ce défi-là une contrainte qui est une contrainte majeure, c'est une contrainte de réplicabilité. Parce que je vous ai dit, on a 3 territoires d'intervention, d'études, Finistère Sud, sud de l'Espagne et Malte. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir une méthode qui soit reproductible sur ces 3 territoires-là. Et donc de pouvoir mesurer cette pollution lumineuse due au tourisme dans ces 3 territoires-là. Donc les objectifs, démontrer l'intensité de la pollution lumineuse liée au tourisme sur les zones d'études mentionnées. Donc là, pour l'Océan Hackathon, la zone d'études sélectionnée, ce sera la plus proche, ce sera le Finistère Sud, ce sera plus simple. On a d'ores et déjà des données disponibles. L'idée, ce sera aussi de créer, et là je rejoins ma prédécesseur, d'avoir de la communication pour créer des data visualisations, pour montrer aux acteurs du tourisme l'importance de la pollution lumineuse. L'objectif, c'est bien d'aller voir les gens qui sont, alors pas les pollueurs, mais les gens qui diffusent de la lumière pour leur dire quelles sont leurs pratiques et comment leurs pratiques influent ou impactent le milieu et les différents milieux. Donc on aura bien un objectif aussi de communication, donc avoir de la data vis communication. Et puis construire très pragmatiquement une plateforme cartographique où on va pouvoir à la fois retrouver des données sur l'intensité lumineuse, des données sur le tourisme ou en tout cas sur des équipements générateurs de flux touristiques et des données sur la biodiversité, que ce soit des données réglementaires, on va retrouver la trame verte et bleue ou ce genre de choses, ou des données d'occupation des espèces qui pourraient être particulièrement touchées par la pollution lumineuse. Et la petite cerise sur le gâteau serait d'aller jusqu'à créer un outil numérique permettant de simuler la baisse de la pollution lumineuse pour voir un petit peu, par exemple, si on diminuait, voire on éteignait l'éclairage public, qu'est-ce que ça donnerait sur un territoire donné en termes de pollution lumineuse. Donc pour mener à bien tout ça, on va avoir besoin de compétences diverses et variées, mais on va avoir besoin surtout de compétences de développement, d'analyse de données et d'analyse de données géographiques. Voilà, je crois que j'ai gardé les 3 minutes. Merci. Alors, nous sommes toujours avec l'agence d'urbanisme, l'ADEPA. Donc, en plus de préfigurer le SPLD, comme Guillaume vient de le dire, l'une de nos grandes missions est quand même de préparer tous les documents de planification urbaine. Les documents de planification qui servent à réglementer, entre autres, ce que l'on a droit ou pas de construire, de limiter, de protéger aussi les rivages dans le cadre de règlements. Donc l'un de ces outils qui permet de réglementer l'urbanisation sont les espaces proches du rivage. Les espaces proches du rivage répondent à plusieurs règles. Alors du coup, je les avais renotées là. Donc des règles définies par une jurisprudence. Donc la distance au rivage, 1,5 km, avec des dérogations possibles jusqu'à 2 km. La plus importante, la visibilité de la mer depuis la terre, en tenant compte de tout obstacle, que ce soit des bâtiments, de la végétation, et la description d'une ambiance maritime en lien avec l'occupation du sol. Alors, l'objectif est de pouvoir réaliser tout ça, un travail préparatoire pour essayer de les déterminer, ces espaces proches du rivage, enfin, cette ligne qui détermine les espaces proches du rivage, de manière la plus automatique possible, en tenant compte des nouvelles sources de données que nous, à l'agence, on a un petit peu de mal encore à traiter du fait de leur volumétrie et du calcul que ça peut induire. Donc là, je pense en particulier au LIDAR que l'IGN met de plus en plus à disposition. Donc pour aujourd'hui, les espaces proches du rivage, on les détermine simplement en faisant le terrain à pied, l'intégralité du littoral à pied. Alors même si on a un collègue à l'agence qui fait ce travail-là, qui est un ancien force spéciale, ça reste quand même un travail extrêmement long, donc plus il est préparé, plus il est facile de le faire. Voilà. Donc, ah oui, en compétences nécessairement de la géomatique, du traitement de données lourdes,
et aboutir à une sorte de toolbox, une boîte, peut-être un plugin pour QGIS, qui sait. Voilà, merci. Bonjour à tous. Alors moi je vais vous présenter le projet de MWI qui est un projet de voyage en bateau à voile. Déjà MWI, qu'est-ce qu'on fait? On crée une sorte de Waze de la mer en fait tout simplement pour que des gens avec on va dire très peu de compétences en routage maritime puissent facilement s'orienter et planifier leur voyage quand ils vont d'un point A ou un point B. Bon, déjà c'est des voyages assez importants puisque là on part, dans l'exemple on part du Finistère pour aller jusqu'aux Canaries. Et dans ce cadre-là, nous avons une API de routage que l'on appelle via cette application-là, qu'on aimerait utiliser pour ce défi-là et préparer des voyages un peu sur mesure. Voilà un petit peu. L'idée, c'est de croiser les données météo, qui sont des données principalement open source, mais qu'on a déjà toutes récupérées et que nous, on est capable de fournir sous forme d'API. Il y a un pointeur, c'est ça? Ouais. Notre API de routage qui nous permet de naviguer d'un point à un point B avec une granularité de 15 minutes. Toutes les données annexes qu'il seront possible de récupérer. Donc là, il y a un exemple, c'est les bases pour s'ancrer quelque part où c'est sympa. Mais ça peut être aussi des must-see pendant le voyage, des endroits où il faut absolument s'arrêter parce que c'est joli, etc. Des spots de surf que vous voulez visiter. Toutes les idées sont bonnes à prendre et peuvent aussi être croisées avec les spécifications de l'utilisateur. Forcément, s'il ne fait pas de surf, les spots de surf, il s'en fiche, donc il n'a pas envie de les visiter. Donc l'idée, c'est de créer un outil où on vise un petit peu quelqu'un qui voudrait faire une semaine de bateau, que ce soit le sien, une location, une agence de voyage, etc. Bien évidemment un voilier, parce qu'en voilier, on ne va pas tout droit comme ça. Et on va lui dire, bah voilà, pendant la semaine de voyage, en croisant toutes les données, voilà à peu près le temps qu'il va faire cette semaine. T'aimes bien les endroits où il y a des jolis oiseaux, etc., etc. Tu peux aller te balader sur cette île-là lundi, aller ici le mardi et finir ici mercredi, puis rentrer à la base et tout le monde est content. Pour cette problématique-là, on cherche plutôt des gens calés en data science, donc parce qu'il va falloir appeler les API météo et routage et compiler un petit peu les données. Ça va être aussi pas mal d'algorithmie, parce qu'il va falloir utiliser tous les systèmes possibles et imaginables pour répondre aux problèmes, dans le sens méthode de graphe, etc. Maîtriser les appels aux API, etc. aussi. Et bien sûr, derrière, ça peut tout à fait déboucher sur un petit produit, en tout cas en bêta. Donc pourquoi pas des gens plutôt orientés produit pour designer le produit, comme on pourrait mettre ça sur des plateformes de location de voiliers, en ligne, etc. Et penser au business model et au marketing d'un petit produit comme ça, en allant voir les agences de voyage pour faire des voyages un peu éco-friendly en voilier, etc. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, bonsoir à tous, moi je suis Siméon, je travaille pour Andour, qui est le service public de l'eau pour une collectivité territoriale qui est non loin d'ici. Alors on va bientôt sortir de l'été, c'est pas forcément le fait le plus attrayant, mais on peut tous être témoins que le littoral breton attire beaucoup. Donc voilà, que ce soit par ses côtes sauvages ou par son littoral accueillant, mais les nombreuses activités qui se sont développées se frottent à une problématique importante qui est la qualité de l'eau. Il y a une forte surveillance qui s'est mise en place récemment, mais va aussi induire une gestion particulière par rapport sur certaines activités. Donc que ce soit avec la mise en sûreté de certaines productions de coquillages, ou alors la prise d'arrêtés préventifs de baignade pour les collectivités ou le privé. Donc prédire l'avenir, c'est forcément quelque chose qui serait très intéressant et qui résoudrait pas mal de problèmes. Dans les faits, c'est pas forcément le concept le plus évident à mettre en place. Mais voilà, il y a notamment sur une thématique avec plein de variables environnementales et naturelles. Mais il y a de plus en plus de projets qui voient le jour sur la thématique.
notamment grâce à de nombreux apports scientifiques, voilà, que ce soit des études ou l'acquisition de données qui permettent aujourd'hui d'avoir de plus en plus de facilité et d'efficacité sur la prédiction des modèles. Donc voilà, je ne vais pas forcément citer tous les fournisseurs de données, il y en a certains qui sont ici, d'autres comme l'Association biologique de Roscoff, l'UBO, voilà, qui ont fait réaliser pas mal d'études sur notre territoire. Et c'est des données qui ont aussi permis d'alarmer les collectivités et les acteurs à mettre en place des démarches pour améliorer la qualité de l'eau, justement. En dehors des petits exemples que j'ai pris au début de la présentation, qui vont servir de la prédiction en direct, il y a toute une démarche d'attractivité des territoires qui va en bénéficier aussi de cette prédiction. Ça peut être des activités assez importantes comme l'huître, ou alors des activités plus locales comme les commerces ou les écoles de surf. Et il y a surtout voilà, quelque chose de très important qui est la préservation d'un lien fort entre les citoyens et la mer. Notre objectif final, c'est de créer un outil de prédiction qui soit accessible à tous et puis le plus fiable possible. Et notre sujet, vous l'avez peut-être remarqué au travers des différentes photos, ce sera la baie de Morlaix, donc avec un cadre assez exceptionnel, une culture maritime et littorale forte et des personnes qui sont voilà, motivées, pleines d'idées et d'initiatives. On sera ravis que vous nous rejoigniez notre équipe. On a plutôt une équipe qui est centrée autour de la data et puis de l'analyse des data, mais on est voilà, preneur plutôt de personnes qui seront intéressées à travailler avec nous sur le développement d'outils web et puis plus sur la communication et on va dire la communication et les interactions avec la biodiversité et la qualité de l'eau, donc plutôt un côté scientifique aussi. Voilà, merci à tous. Alors bonsoir à tous, donc, comme tout le monde s'est présenté, je vais me présenter. Donc, mes parents m'ont prénommé Jérôme, j'en profite pour les embrasser très fort. Et donc je suis là pour vous parler du projet DataQuaPark. Donc moi je fais des systèmes d'information pour la donnée marine à l'Ifremer depuis très longtemps déjà. Et je vais participer au premier hackathon jusqu'au 8e en tant que coach. Et donc c'était pour moi assez logique de lancer ce projet-là, qui est pas un projet qui va se faire en 48 heures, j'y reviendrai, mais que j'espère un projet de longue haleine sur plusieurs années, lors du Océan Hackathon à Brest. Alors quand je ne suis pas à l'Ifremer et que je ne travaille pas sur les données marines, j'aime aussi regarder beaucoup d'œuvres cinématographiques. Et il y a deux choses que j'aime bien dans le cinéma, c'est les films qui me font pleurer, et c'est plutôt assez simple d'après mes proches, et les clins d'œil qui sont des fois placés dans les films où je dis « Oh, ça moi j'ai compris » et peut-être les autres non. Genre quelqu'un qui joue un morceau à la guitare et c'est les bons accords. Parce que quand j'ai les gens qui font du cinéma, ils font très très attention à ces détails-là, enfin, dans les bons films, pas même dans les mauvais, qui ont les bons scénaristes. Donc le projet DataQuaPark, c'est donc de faire un film d'animation plutôt triste, parce que finalement notre monde est assez triste et l'évolution de l'océan est assez triste. Mais en mettant en valeur quand même tous les efforts qu'on fait pour collecter la donnée marine. Donc c'est très coûteux, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, beaucoup de recherche, beaucoup de passion aussi, qu'on peut observer dans les différents organismes. Donc pendant le hackathon, on va avoir quand même des objectifs très humbles, hein, ça dure 48 heures et puis peut-être 30 heures si on enlève les repas. Donc le but c'est d'organiser une collaboration sur le long terme parce que tout bon projet, y compris en informatique, en open source, c'est d'abord les projets qui ont su très très vite organiser une collaboration et s'ouvrir très très vite à l'extérieur. Donc tout partager, les visuels, les musiques, et dire nous on veut faire un film qui met en valeur la collecte de données marines. Et puis après tout le monde viendra collaborer et puis il faudra un super monteur à la fin pour que ça soit à peu près digeste, on aura plein de films, on verra bien. Affiner un scénario, pas trop triste quand même, identifier les outils parce que, y compris dans la création d'œuvres d'animation, maintenant on est très très aidé par les outils, donc ceux qui savent déjà manipuler les outils, qui connaissent, qui ont leur existence, qui veulent les tester, qui viennent renforcer ce défi, faire quand même les premiers visuels histoire qu'on ait quelque chose à montrer. Moi, sinon on trouvera bien quelque chose. Hein. Vu qu'on ne va pas utiliser de données marines, de toute façon, on n'est pas là pour gagner. Ça serait un peu dommage pour tous les autres défis qui vont baver pour faire des prototypes sur des données LIDAR ou des données de radiance. Ça serait dommage qu'on gagne quand même. Et quand même ne pas oublier les fournisseurs de données par des clins d'œil en espérant que ça vous fasse sourire dans des visuels. Voilà.
Donc pour les compétences qu'on recherche, je vous laisse avec le groupe qui aime ça et quelques slides. Ah non, j'ai d'abord ça pour dire, je me suis mis en mode hackathon pour faire c'est pour ça que tu ne l'as pas reçu, parce que j'avais décidé de me mettre, enfin c'est pas vrai du tout, je me suis dit zut, il y a des slides à faire et c'est dans 2 heures. Et parce qu'on est tous, parce qu'on est passionnés par la donnée marine et l'informatique, donc on fait d'abord notre boulot et puis après on fait des slides. Donc c'est vrai que ça a vraiment été fait en 2 heures ça, avec déjà des choses... Et voilà tout ce... Voilà à peu près toutes les compétences qu'on va rechercher et autres. J'espère que vous avez pris le temps de lire, il y avait plein d'outils et tout. Donc voilà, je n'avais pas besoin de commenter ça, c'était mieux avec de la musique. Et je vous laisse avec ce qui pourrait être une ébauche de spécification de ce qui serait la dernière scène du film. Entre tes songes et mes ruines, la mer n'a fait que changer de visage. Vous venez d'entrevoir la fin de DataQuaPark. Vous venez d'entrevoir la fin de DataQuaPark. Ça a été fait en 2 heures. Il va y avoir un petit raté quand même. Donc voilà, pour finir, voilà ce qui nous a permis d'être retenus. Donc on a un peu menti, hein. On ne fera pas un film en 48 heures et puis inspired by Real Ocean Data, c'est pas sûr. On va plutôt faire des bateaux avec des logos du chaume sur les cartes et des choses comme ça. Puis il y aura peut-être des écrans avec des données marines, on verra bien, et des outils que vous connaîtrez ou pas. Donc voilà, l'idée c'est quand même une histoire qui suit une mère scientifique de l'océan qui partage sa passion avec son enfant au fil des années. Et du coup, en lui racontant des histoires sur la mer et sur son travail, l'enfant imagine un monde à la fois magnifique et fragile, inspiré de faits et de données réelles. Donc le film mêlera science, émotion et imagination, dans 3, 4, 5, 6 ans, on verra bien. Ou pas, hein. On verra, de toute façon on parle au présent là. Pour aider chacun, petit et grand, à mieux comprendre l'océan et s'y sentir connecté. Donc pendant le hackathon, nous créerons un court film, merci de l'avoir cru, d'animation. L'objectif est de faire ressentir et apprendre en utilisant l'art et le récit, ça c'est vrai par contre, pour révéler la beauté, c'est français ça ? Pour révéler la beauté cachée et les défis de la science océanique. Donc voilà, l'idée quand même c'est que le film intégrera de nombreuses références aux données et outils utilisés dans la recherche marine. Merci. Eh ben, bonjour à tous. Bon, déjà le titre rend pas très bien en français parce que je l'avais fait en anglais à la base, mais c'est pas grave. Et je suis désolé par avance, j'aurais pas de si belle image que mon prédécesseur, mais bon, ça va être sympa quand même. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Mathieu Suire, je travaille au CEREMA, donc comme mes prédécesseurs tout à l'heure. Et au CEREMA, on travaille beaucoup sur le recul du trait de côte, l'adaptation du littoral au changement climatique, les options de gestion du littoral, d'où ce challenge sur le rechargement de plage. Donc pour expliquer rapidement, je pense que vous êtes tous au courant, mais le littoral, c'est un espace qui est en mouvement continu. Donc sous l'effet du vent, des marées, des tempêtes, des vagues et aussi de l'action de l'homme, il se redessine constamment. Et aujourd'hui, puisque les collectivités ont certaines activités à préserver, notamment le tourisme par exemple, il y en a beaucoup qui font appel à des rechargements en sable et en galets pour lutter contre l'érosion. Le rechargement en sable, c'est quelque chose qui est coûteux, qui peut avoir un impact sur l'environnement, un impact en amont et en aval de notre plage. Et donc, avoir une idée un peu sur le territoire métropolitain, enfin, en France, aussi dans les Outre-mer, de quelle est la quantité, où ont lieu ces rechargements en sable. Voilà, ce serait très utile, notamment pour avoir une stratégie un peu globale de gestion du trait de côte à l'échelle nationale. Notamment en ce moment, il y a la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte qui est en cours d'élaboration. Mais on a très peu de données à l'heure actuelle et donc c'est difficile de donner des recommandations pour l'utiliser à bon escient et à sa juste valeur. D'où ce défi qui vise à détecter automatiquement
les opérations de rechargement en sable sur le territoire français, qui pourrait commencer d'abord sur un territoire pilote bien sûr, mais ensuite l'idée c'est d'avoir un résultat à l'échelle nationale. Donc le livrable ce serait un algorithme de détection des rechargements en sable voilà, qui pourraient être détectés via différentes manières, je vais revenir par la suite. Avoir une base de données qui contient toutes ces informations géolocalisées de rechargement en sable, si possible aussi la quantité, la période sur laquelle ce rechargement a été identifié, et avoir potentiellement un visualiseur au final qui répertorie sur ces dernières années les opérations qui ont été détectées. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir pour la première fois une base de données et une cartographie globale qui recense toutes ces opérations à l'échelle de la France. La méthode, comment y arriver? Eh bien, il y a plusieurs sources de données possibles, mais la méthode recommandée et privilégiée serait d'utiliser les données satellitaires ou les photographies aériennes plus largement. Donc il y a plusieurs possibilités. Les données satellitaires ont l'avantage d'être fréquentes, d'être plus régulières, et donc ça permet d'avoir des plus petits intervalles de temps sur lesquels on peut détecter ces rechargements, mais souvent une moins bonne résolution. Et contrairement aux photographies aériennes qui sont moins fréquentes mais avec une meilleure résolution, donc peut-être que la combinaison des deux pourrait permettre d'aboutir à un résultat satisfaisant. Il y a aussi d'autres données potentielles qui peuvent être utilisées, donc par exemple les données sur les positions de bateaux de dragage qui souvent vont permettre de faire des rechargements en sable, ou en tout cas une partie. Donc ces données AIS pourraient être combinées pour détecter d'autres opérations de rechargement. Il y a également plein de dossiers en ligne d'enquête publique, d'autorisation environnementale où on pourrait peut-être fouiller avec de l'intelligence artificielle. Mais bon, c'est probablement un peu moins fun que la partie détection d'images satellitaires. Donc peut-être seulement si la première n'est pas concluante, mais je pense qu'elle le sera. Voilà, et donc pour résumer, c'est un défi qui mêle donc potentiellement de l'intelligence artificielle, au moins de la télédétection sur la partie images satellitaires, qui nécessite donc pas mal de compétences différentes, mais donc, comme je l'ai dit, de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle, potentiellement une partie plus thématique gestion du littoral, mais bien sûr, on est ouvert à tout type de candidature s'il y a des gens motivés parmi vous. Et j'arrive au bout de ma présentation. J'ai dû appuyer sur un mauvais bouton. Merci.